Il a 30 ans, un travail de bureau, adore les ramens et se souvient nonchalamment de sa vie antérieure en tant que mage surpuissant d'un autre monde. La magie est inutile dans le Japon moderne, alors il fait la chose la plus logique. Il commence à faire la navette entre les mondes. Un parfait équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Bureau le jour, aventure la nuit. Pas de drame, pas de destin, juste une bonne ambiance. Mais il se retrouve forcé de rejoindre un groupe d'aventuriers puissants, principalement des femmes, principalement des ennuis. Il s'avère qu'une vie tranquille n'est jamais aussi simple. C'est parti. L'histoire commence avec des types dans la rue qui remarquent une fille et disent que la fille qu'ils ont croisée, c'est une des Valkyries, pas vrai. Toutes les femmes fortes détestent les hommes. Elle a traîné ce type. Tu crois qu'il va s'en sortir? Plusieurs filles sont entrées dans une taverne avec un gars et ont commencé à discuter de quelque chose. Il pensait ne rien comprendre, car il avait toujours agi dans l'ombre. Comment en était-il arrivé là? Plus tôt au bureau, quelqu'un l'a appelé à voix haute Kyo et lui a dit qu'il avait un grave problème. Il est allé voir son patron s'est incliné et a pensé qu'il n'était qu'un simple rouage dans ce bureau. C'est là qu'il a réalisé que le travail n'était pas si différent de la vie d'écolier. Un monde ennuyeux où il est plus important d'être gentil avec le patron que de faire des efforts. Il aurait voulu que ça se termine parce qu'il voulait manger. Ah oui. Un nouveau restaurant de ramen venait d'ouvrir. Des ramens épicés. Quelque chose s'est produit dans lui. Il a détourné le regard et a dit que dans sa vie antérieure, il était un magicien. Son patron, l'air mécontent, lui a demandé à voix haute ce qu'il venait de dire. Lui-même était embarrassé par ce qu'il avait dit et il a demandé à voix haute s'il l'écoutait vraiment. Il s'est excusé à terminer sa journée de travail, a pris le métro et a pensé qu'il était lui-même surpris de ce qu'il avait dit. Après le travail, il est rentré chez lui pour vérifier les souvenirs de sa vie passée qui lui étaient soudainement apparus en tête. Il est entré dans sa maison, a utilisé un sort pour créer de l'eau et a été très surpris quand ça a fonctionné. Il a dit à voix haute d'un ton inquiet qu'il y avait trop d'eau. La contrôler était plus difficile qu'il ne le pensait. Il a décidé de réduire la pression de l'eau et l'a dirigée dans une assiette. 3 minutes plus tard, le protagoniste a dit avec surprise qu'il avait fait bouillir les nouilles avec de la magie, même si une bouilloire aurait fait de l'affaire. Il s'est souhaité bon appétit et a pensé que c'était peut-être à cause de la magie. Mais les souvenirs de sa vie passée devenaient plus clairs. Apparemment, dans le passé, il aimait la nourriture épicée. Pourtant, malgré le retour de sa mémoire et de sa magie, l'utiliser dans ce monde serait problématique. Si quelqu'un découvre ça, qui sait ce qu'on lui ferait? Il pourrait blesser des gens sans le vouloir. Les risques sont trop élevés. De plus, la magie ne sert à rien dans un endroit aussi paisible. Leur technologie est suffisamment avancée pour qu'on la confonde avec de la magie. Attends, s'il ne peut pas l'utiliser ici, alors peut-être que quelque chose d'autre marchera. Il a prononcé le mot téléportation à voix haute et s'est retrouvé dans une nouvelle pièce. Il a été surpris que ça fonctionne et a dit que c'était le monde où il vivait avant. C'est ça, et la magie de conservation fonctionne toujours. Il a remarqué un squelette dans la pièce et a commencé à prendre ses affaires. Il a remercié son lui du passé et a pensé que tout ça lui serait utile. Il a commencé à quitter le manoir et a pensé que dans sa vie antérieure, il était un mage stellaire. C'est un type de magie qui devient accessible quand on maîtrise complètement tous les éléments. La raison pour laquelle il a pu se téléporter, c'est parce qu'il étudiait le mouvement entre l'âme et le corps. Son sac quasi infini, c'est son maître qui l'a fabriqué pour lui. Il a rassemblé tout ce dont il pensait avoir besoin. Puis il a décidé de revenir ce week-end et était retourné à l'ère moderne. Il était devenu trop attaché à la nourriture japonaise et à la culture otaku. Ce serait difficile de commencer à vivre en permanence dans un autre monde. Il était dans son appartement et s'est dit qu'il devait peut-être travailler sur sa présentation. 3 mois plus tard, il s'est retrouvé dans la forêt où il a rencontré un monstre énorme et a utilisé le sort du projectile de pierre. Il a projeté la pierre à grande vitesse, frappant le monstre à la tête et le tuant. Le protagoniste a poussé un soupir de soulagement et a dit qu'il devait d'abord le saigner. Il a dépecé le monstre et a pensé à emballer la viande, la congeler avec de la magie et la mettre dans son sac. Le temps s'écoule plus lentement dans le sac, donc la viande se conservera pendant environ 3 mois. Il ne restait plus qu'à récupérer la pierre de mana. Sur le chemin du retour, il devait passer par la guilde et chez le boucher. Il est arrivé à la guilde où une employée nommée Misha l'a vu, l'a salué et l'a appelé Tyler. Il l'a salué en retour et a dit qu'il apportait une pierre de mana d'orc. Elle l'a remercié et il a pensé qu'il adorait la combinaison de la magie et de la technologie. Elle s'est reculée et a dit qu'elle allait vérifier. Une pierre de mana et une récompense pour avoir tué un orc. Il se tenait au comptoir et pensait que 3 mois s'étaient écoulés depuis que sa mémoire était revenue et qu'il avait déjà pris ses marques ici. Elle a apporté sa récompense. Il l'a remerciée et s'apprêtait à partir. Mais elle l'a interpellé. Il l'a regardé et elle a demandé s'il comptait toujours rester seul. Il a demandé pourquoi cette question si soudaine. Elle n'a pas compris sa réaction, alors il s'est excusé et lui a dit d'ignorer sa question. Pour l'instant, il ne comptait pas chercher de groupe. Il pensait qu'en naviguant entre ce monde Discord et le Japon, il devait suivre une seule règle. Il ne devait pas se faire remarquer.
C'était la seule façon pour lui de vivre en paix dans les deux mondes. 300 ans se sont écoulés depuis sa vie antérieure ici. Les artefacts magiques de cette époque sont donc très rares et précieux. Utiliser de tels objets ou être trop puissant pourrait attirer une attention non désirée. Si cela arrivait, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne découvre sa vie passée ou l'existence du Japon. C'est pourquoi il reste dans des villes de taille moyenne avec des niveaux de puissance moyens pour protéger sa tranquille double vie. Misha a dit que s'il montait en grade, il pourrait gagner plus d'argent. Un mage aussi doué devrait absolument faire partie d'un groupe. Il s'est excusé disant qu'il ne voulait pas se surmener car il préférait s'amuser et vivre à son propre rythme. Il a commencé à partir, lui a dit au revoir, mais elle lui a demandé d'attendre. Après ça, Kyo est allé à la boucherie, a vendu la viande d'orque, puis est sorti en pensant qu'il avait juste assez de viande pour que ça n'ait pas l'air étrange. Il a reçu 2 pièces d'argent et 5 de cuivre assez pour tenir 3 jours. Plus tard, il est arrivé dans une auberge où une jeune fille nommée Anna l'a vu et l'a salué. Il l'a également saluée et lui a demandé si elle était encore là aujourd'hui à balayer les feuilles. Il a approuvé. Elle a ri et a dit que ses parents étaient occupés à la taverne et qu'elle aidait autant qu'elle le pouvait. Il a commencé à rassembler les feuilles en un tas à l'aide de la magie et a dit qu'il allait lui donner un coup de main. Elle a été très surprise et a dit que tout était déjà prêt. Il a répondu d'un air suffisant qu'il séjournait toujours à l'auberge sans commander de nourriture. Elle pouvait considérer cela comme sa gratitude. Elle l'a remercié et a remarqué qu'il sortait une grille et lui a demandé ce qu'il faisait. Il a répondu qu'il avait décidé de faire un barbecue. Il a placé la grille sur les feuilles, a mis la viande dessus et a allumé un feu à l'aide de la magie. Il a dit qu'il avait récemment obtenu de la viande d'orque. Voudrait-elle en goûter aussi? Elle a accepté en disant qu'elle serait heureuse d'essayer. Il a coupé la viande en morceaux nets, l'a fait frire et une fois cuite, l'a enfilée sur des brochettes. Anna a pris sa part à commencer à manger et a dit avec un air satisfait que c'était délicieux. Elle était si heureuse. Le personnage principal a également commencé à manger, a acquiescé et a dit que c'était réussi. Il s'est mis à chercher quelque chose et a dit qu'il était temps d'essayer une nouvelle saveur. Elle s'est tournée vers lui et a demandé ce que c'était. Il a sorti une bouteille de sauce et a dit qu'elle devait tremper la viande dedans. Ce serait encore meilleur. Il a versé la sauce sur la viande. Elle a goûté et a dit avec une expression surprise que c'était sucré et salé. Toutes les saveurs se mélangeaient. Il était également content et a dit que le goût était excellent. C'était une recette de famille, une sauce secrète transmise de génération en génération. Il s'est dit que l'ail masquait le goût de gibier. C'était un excellent choix. Il a levé un doigt et a dit ça. Cependant, il devait l'avertir d'une chose. Cette sauce allait lui donner mauvaise haleine. Elle a été gênée par cela et a demandé d'une voix forte quelle saleté il lui avait fait manger. Il a demandé « Ben, c'était délicieux, non? » Elle s'est calmée et a dit que c'était tellement bon qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Il a dit avec un sourire qu'il était content qu'elle ait aimé. Il pensait que c'était ainsi que ses journées s'écoulaient à un rythme paresseux. Travailler juste assez pour acheter de la nourriture et s'amuser quand l'occasion se présentait. Pas d'événements menaçant le monde ou de batailles épiques. La vie dans ce monde n'est pas si mal après tout. Quelque temps après, le héros est retourné à la guilde et Misha lui a dit que la récompense pour les gobelins et les pierres de mana était d'1 pièce d'argent et de 3 pièces de cuivre au total. Il a regardé sur le côté et a remarqué un panneau indiquant que le plat du jour était un steak de sanglier de terre. Il l'a lu et a demandé si le sanglier de terre était en promotion en ce moment. Elle a confirmé expliquant qu'ils en avaient attrapé trop et qu'ils devaient les vendre rapidement. Il a dit qu'il pouvait probablement manger ici aussi. Elle lui a demandé avec un air joyeux si, puisqu'il allait manger un morceau, ils ne pourraient pas aussi prendre un verre ensemble. Elle était libre en ce moment. Il s'est dit qu'en plus des quêtes, la guilde faisait aussi office de taverne. En gros, c'est un café à thème pour les aventuriers, mais c'est cher, alors il n'y mange pas. Il a dit qu'il était là pour la nourriture bon marché aujourd'hui, alors il était temps de prendre congé. D'un ton mécontent, elle l'a traité de radin, mais il l'a ignoré. Un aventurier nommé Marcus l'a salué et il lui a rendu son salut en lui demandant comment ça allait. Il a dit avec un sourire qu'aujourd'hui, il avait vendu un orque rouge pour 3 pièces d'or. Kyo a répondu avec un petit sourire que c'était cool. L'autre s'est mis à rire et lui a demandé s'il tuait toujours des gobelins tout seul. C'était vraiment un mage incroyablement étrange. Les aventuriers se mettraient à genoux pour qu'un type comme lui rejoigne leur groupe. Il a refusé en disant que ce n'était pas son style. Il l'a également invité à manger avec lui. Kyo s'est assis à table avec lui en pensant qu'il avait trop de secrets. C'était plus simple pour lui d'être seul. Marcus a dit avec un sourire qu'il ne devait pas croire qu'il s'inquiétait pour lui, mais que s'il avait besoin d'aide, il pouvait faire appel à lui. Il a répondu avec un petit sourire qu'il le prenait au mot. Il pensait que même s'il avait un visage sévère, c'était un bon gars, tant qu'on gardait ses distances. Marcus l'appela Tyler et lui demanda s'il avait remarqué quelque chose d'étrange dernièrement. Il ne le comprenait pas et lui dit d'un air grave que les monstres étaient devenus plus agressifs. Il avait aussi commencé à l'inviter à dîner un peu trop souvent. Il avait le pressentiment que quelque chose se cachait au plus profond de la forêt et que c'est ce qui poussait les monstres vers la lisière de la forêt de Garl.
Il continua de manger calmement et dit que ça ne servait à rien d'y penser, car ce qui doit arriver arrivera. Marcus s'indigna et le lui demanda à voix haute. C'est un aventurier bon sang, il devrait au moins se montrer un minimum inquiet. Il s'essuya le visage après avoir mangé et se dit qu'il ne vivait ici que depuis quelques mois. Pour être honnête, il était plus attaché au Japon. Il répondit d'un air calme que ce n'était pas lui qui menait l'enquête. L'attention des aventuriers fut attirée par une jeune femme qui entrait dans l'établissement et ils dirent d'une voix surprise que c'était la Valkyrie Elsa. C'est une aventurière de rang mythique, n'est-ce pas? C'est la première fois qu'il en voit une en personne. Le protagoniste regarda dans sa direction et se dit qu'il avait déjà entendu parler des Valkyries. C'est un groupe exclusivement féminin qui déteste les hommes. Elle s'approcha de lui, l'appela Tyler et lui demanda s'il avait une minute de libre. Sentant les ennuis arriver, il répondit poliment qu'il n'était pas intéressé. Il était sur le point de partir, mais elle se mit immédiatement en travers de son chemin et lui dit qu'elle connaissait son secret. Surpris, il se reprit rapidement et déclara qu'il ne voyait absolument pas de quoi elle parlait. Elle répondit « Je vois ». Alors elle allait simplement révéler son secret pour que tout le monde l'entende. Cela attira son attention et il se demanda ce qu'elle pouvait bien savoir. Peut-être qu'il devrait la faire taire. Dans le pire des cas, il devrait quitter le pays. Il dit qu'elle avait réussi à le convaincre et qu'il allait l'écouter. Elle commença à partir en disant qu'il parlerait d'ailleurs. Alors qu'il s'apprêtait à la suivre, il lança à Marcus qu'il se reverrait. Elle avait un endroit précis en tête. Ça te va. Il n'objecta pas et la suivit. Pendant ce temps, les aventuriers les regardaient en se demandant ce qu'elle pouvait bien vouloir à ce mage si secret. Kyo se dit qu'à en juger par les réactions des autres, elle était inaccessible pour la plupart des hommes. Il détestait attirer l'attention, mais cette fois, il n'avait pas le choix. Comment avait-elle découvert son secret? Il voulait éviter les ennuis, mais il ne pouvait pas non plus aggraver la situation. Il verrait bien comment les choses allaient évoluer. Quelque temps plus tard, ils arrivèrent devant un petit bâtiment et Elsa annonça qu'ils étaient arrivés. C'était leur maison. Il la suivit à l'intérieur en se demandant ce qu'elle voulait dire. Autrement dit, toutes les Valkyries étaient déjà au courant. Il espérait que les choses ne dépasseraient pas le stade d'une conversation pacifique. Cependant qu'il y avait un risque qu'il soit attaqué et menacé. Il devait être prêt à contre-attaquer au cas où. Il serra anxieusement son bâton en entendant la jeune femme crier un nom. La jeune femme les regarda depuis le premier étage et dit « Bienvenue ». Elsa l'appela Lisa et lui dit qu'elle était de retour et que voici Tyler. Il la salua et elle s'exclama d'un ton très surpris qu'elle avait ramené un garçon à la maison. Ils furent tous les deux un peu décontenancés, puis ils entendirent les voix d'autres filles qui n'en revenaient pas. 3 autres jeunes femmes la rejoignirent, les regardant avec des visages surpris. Ensuite, les filles commencèrent à se rassembler autour de la table et à disposer les plats. Le protagoniste les regarda incrédule, pensant que tout cela le déstabilisait complètement. En gros, il était déjà prêt à se battre pour sa vie. Mais maintenant, il se sentait idiot de s'être autant inquiété. Il se tourna et demanda s'il pouvait déjà rentrer chez lui. Elsa refusa et lui demanda « On ne devait pas parler. Tu as déjà oublié. » Après le dîner, tout le monde serait plus calme. Une jeune femme qu'il ne connaissait pas s'approcha de lui, posa un bol de soupe à côté de lui et demanda « Tu t'appelles Tyler, c'est ça? Pourquoi ne manges-tu pas un peu de soupe pour te reposer? » Il se dit qu'il n'avait pourtant pas l'air fatigué. Il répondit que puisqu'elle insistait tant, il allait goûter. Il commença à manger la soupe et fut surpris de la trouver délicieuse. Elle lui tendit la main et dit qu'elle était contente que ça lui plaise. Son nom était Widow. « Enchanté! » Il lui serra la main à Kiesa et se dit qu'elle avait la peau rêche et une poignée de main ferme. Avec des mains pareilles, elle devait manier une épée à 2 mains depuis de nombreuses années. Elle se mit à lui secouer la main vigoureusement avec un air joyeux en disant que ses mains à lui étaient si douces. Lisa l'interpella et s'excusa d'avoir crié sans même dire bonjour. Elle se présenta et dit qu'elle était une éclaireuse. « Enchanté de faire ta connaissance. » Il lui serra la main en pensant que ça ne l'étonnait pas. C'est pour ça qu'il n'avait pas entendu ses pas. Même en entrant dans la maison, il n'avait pas remarqué sa présence avant qu'elle ne parle. Ses compétences étaient tout simplement incroyables. Elle désigna quelqu'un sur le côté et dit « Et voici Lulu. » La jeune femme au grand chapeau répéta son nom et ajouta qu'elle était aussi une mage comme lui. Elle cacha son visage avec son chapeau et en la regardant, il se dit qu'il lui semblait l'avoir déjà vue quelque part. Elsa regarda sur le côté, appela Iris et lui dit de s'asseoir et de dîner avec eux. La fille qui se tenait de l'autre côté de la pièce tenait un arc et une flèche, et d'un air sérieux, elle a dit qu'elle refusait de manger dans la même pièce qu'un homme. Elle a poliment répondu que c'était important et qu'elle devrait aussi baisser son arme. Elle a rangé sa flèche dans son carquois et a dit qu'elle ne faisait ça que pour elle. Le protagoniste l'a regardé en se disant que depuis son arrivée, il se demandait d'où leur venait cette réputation de détester les hommes. Elle l'a regardé s'est présentée et a ajouté qu'au moindre faux pas, elle le tuerait. Il était un peu nerveux et s'est dit qu'elle était probablement la raison principale de cette réputation. Elsa a déclaré que les présentations étant faites, ils pouvaient passer au sujet principal de la conversation.
Elle l'a appelé Tyler et a abordé son secret. Ton sac, c'est un sac sans fond, n'est-ce pas? Il s'est immédiatement calmé, pensant que maintenant il comprenait ce qu'elle voulait dire, mais il ne pouvait pas simplement l'admettre comme ça. D'un air calme, il lui a demandé pourquoi elle pensait ça. Lisa a répondu qu'elle l'avait deviné au poids et au bruit probablement. Quand elle l'a vu vendre de la viande d'orque au boucher, il ne se déplaçait pas comme quelqu'un qui portait un sac lourd. Après la chasse, il devait avoir beaucoup d'affaires sur lui et tout ça devait peser lourd. Pourtant, son sac ne faisait aucun bruit qui aurait pu trahir son contenu. Il a dit qu'il comprenait. Elle avait raison. C'était bien un sac sans fond. Il a dit que ça ne le dérangeait pas, mais qu'est-ce qu'elle comptait de faire? Elsa a répondu qu'elle voulait enquêter sur les événements étranges qui avaient récemment commencé dans la forêt. Il a immédiatement commencé à partir et à remercier pour le repas et leur a dit au revoir. Elle lui a attrapé la main et lui a dit d'une voix forte qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Il est quand même resté. Elle s'est alors éclairci la gorge et a expliqué qu'elles n'étaient pas sûres de ce dont elles pourraient avoir besoin et qu'elles avaient donc besoin de son sac en renfort. Bien sûr, il recevrait une part égale des récompenses, plus un supplément pour le risque et la participation à la mission. Il a répondu qu'en gros, il serait leur porteur et que l'offre était généreuse. Elle a affirmé qu'il était d'une grande valeur pour elle. Lisa a dit qu'elle avait juste eu de la chance d'avoir des yeux et des oreilles aussi sensibles. Personne d'autre ne le remarquerait. Elsa a acquiescé et a ajouté qu'elle ne dirait rien à personne. Cependant, s'il refusait, elle pourrait se vexer et laisser échapper l'information par accident. Q l'a regardé en se disant que le travail de porteur ne serait probablement pas dangereux et qu'avec un groupe aussi fort, il n'y aurait pas de problème. Au pire, il se téléporterait simplement chez lui. Et du même coup, il se débarrasserait des personnes qui connaissaient l'existence de son sac. C'était une situation gagnant-gagnant. D'un air calme, il a accepté de les accompagner. Elles étaient ravies et lui ont demandé de leur dire rapidement quelle est la capacité réelle de ce sac. D'un ton pensif, il a répondu qu'il pouvait contenir à peu près l'équivalent d'une grande maison. Elles ont été surprises et il s'est dit que même s'il avait accepté, il n'allait pas leur dévoiler toutes ses cartes. Heureusement, cela leur a suffi. Elle lui a tendu la main et a dit que c'était décidé. Bienvenue dans le groupe. Il lui a serré la main en signe d'accord et elle a répondu que c'était excellent. Si tout le monde était d'accord, il devait être prêt pour le lendemain matin. Il a levé la main et a dit qu'il devait d'abord régler quelques affaires. Pourrait-il demander un peu de temps? Le lendemain, son patron lui a demandé s'il était absolument sûr. Il venait de commencer à travailler à temps plein. Il a acquiescé avec un petit sourire et a dit qu'il pensait vouloir une vie tranquille à la campagne. Il s'est dit qu'être un mage dans un monde et travailler à domicile 3 jours par semaine, c'était ainsi qu'il avait commencé à mener une double vie. Quelque temps plus tard, il était assis dans une tente au milieu de la forêt, en train de taper quelque chose sur son ordinateur portable. Il a soupiré de soulagement et a dit qu'il avait à peine réussi à finir avant le matin. Il a pris son bâton et a utilisé de la magie de guérison sur lui-même. En sortant de sa tente, il a été accueilli par les filles qui lui ont souhaité le bonjour et lui ont dit qu'elles étaient fin prêtes à partir. Le protagoniste l'air un peu fatigué a ri en se demandant où était passée sa vie tranquille. Ils se sont enfoncés plus loin dans la forêt et Lisa a annoncé que 5 loups de terre arrivaient de l'est. Widow a saisi son épée et a couru à l'attaque. Elle a frappé violemment avec son arme et a tué le premier monstre. Un autre loup courait vers elle, mais il a été tué par Iris, qui se tenait à proximité. Elle s'est tournée vers elle et l'a félicité. Ils ont continué à s'enfoncer dans la forêt, combattant des loups en chemin. Loulou se tenait à côté de lui et a dit qu'il fallait s'y attendre de leur part. Elle a demandé à Widow si elle n'était pas blessée. Widow a répondu qu'elle allait bien et qu'il n'y avait pas besoin de gaspiller du mana pour elle. Plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus les monstres étaient nombreux. Les autres filles se sont approchées d'elle et ont dit que les monstres aussi devenaient plus forts. Elle devait être prudente. Lisa regardait sur le côté, a remarqué quelque chose et a crié qu'elle devait faire attention. Il y en avait d'autres. Elles ont commencé à se préparer au combat et il a utilisé le sort de projectile de pierre tuant le monstre qui courait vers elle. Elles ont été surprises par son geste et il a soupiré de soulagement en disant qu'il avait failli les toucher. Elles étaient surprises par sa vitesse et Lulu, étonné, a dit que c'était incroyable d'améliorer un faible sort de terre avec une charge capable de tuer un loup de terre d'un seul coup et de le lancer sans incantation. Widow se tourna vers eux et demanda « Est-ce que c'est vraiment si impressionnant? » Elle accepta avec enthousiasme et commença à parler de magie. Elsa se tourna vers lui et s'excusa. Elle s'emporte parfois. Le protagoniste répondit que ce n'était rien. Il pensa qu'elle le couvrait tellement d'éloges qu'il en était mal à l'aise. Elle ajouta cependant qu'elle n'en parlait pas si souvent. Elsa demanda au protagoniste pourquoi, avec de tels talents, il était bloqué au rang argent. Il répondit qu'on lui posait souvent cette question. Elle lui fit remarquer qu'il savait très bien que ce n'était pas une réponse. Bon, s'il ne voulait pas en parler, tant pis. Ils devaient maintenant récupérer des pierres de mana et se mettre en route. Quelque temps après, ils commencèrent à s'enfoncer discrètement plus profondément dans la forêt de Garl. Les Valkyries se débarrassaient des monstres sans même verser une goutte de sueur.
Et la nuit, le protagoniste travaillait en silence apaisant sa fatigue avec de la magie. Cependant, une nuit, Lulu frappa à sa porte et lui demanda de se réveiller. Il lui demanda s'il était de garde avec elle cette nuit-là. C'est exact. Elle répondit par l'affirmative. Le protagoniste comprit que la fatigue physique pouvait être soignée, mais que la fatigue mentale, elle persistait. Par conséquent, il était dans un état constant de manque de sommeil. Il voulait juste se détendre chez lui. Ce jour-là, Lulu lui dit de lui pardonner de s'être comporté ainsi. Le protagoniste perplexe lui demanda « Quoi ?» La jeune fille ajouta qu'elle était devenue nerveuse en voyant sa magie sans incantation. Le protagoniste répondit « Non, la passion est en fait une bonne chose. Mon professeur disait qu'un mage devait toujours repousser un peu les limites. La Valkyrie rit et dit que sa mère aussi était une mage et qu'elle disait quelque chose de semblable. Le protagoniste fit la remarque, alors elle a dû bien t'entraîner. Oh. Il regarda la jeune fille et pensa. En effet, Lulu semblait être une mage douée et son approche de la magie était bien plus proche de ce qui était courant à mon époque que de la norme actuelle. La magie que j'avais apprise se concentrait sur des lancements rapides, sans incantation complexe, augmentant les dégâts par le nombre d'attaques. L'approche de Lulu est similaire, mais de nos jours 300 ans plus tard, la tendance est d'accumuler lentement du mana pour une seule attaque puissante. Peut-être que son professeur préférait aussi l'ancienne approche de la magie. Lulu se tourna timidement vers lui et dit qu'elle avait une faveur à lui demander. S'il pouvait observer sa magie et la conseiller sur la façon de l'améliorer. Le protagoniste pensa que ses yeux étaient exactement comme ceux de son professeur. Il murmura doucement son nom. Lulu perplexe lui demanda ce qu'il avait dit. Le protagoniste fit un geste de la main et lui dit d'oublier. Mais la Valkyrie insista. Est-ce qu'il connaissait sa grand-mère? On l'appelait aussi Merlia la pluie d'étoiles. C'était une puissante mage elfe, une maîtresse de la magie stellaire. Le protagoniste pensa surpris qu'il était difficile de croire que Lulu était sa descendante. Merlia alliait les esprits elfiques à la magie humaine, élevant les sorts à un tout autre niveau. C'était une vraie sage, mon professeur, et mon premier amour. Et maintenant, elle n'est plus là, et je ne la reverrai plus jamais. Des larmes montèrent à ses yeux. Il les essuya rapidement et dit à Lulu de lui pardonner. Elle porte le même nom que mon professeur, et ça m'a rappelé des souvenirs. La jeune fille répondit avec étonnement. Ce n'est rien. Le protagoniste ajouta. Mais je doute quand même que ce soit la même Merlia. La différence de temps est trop grande. La Valkyrie admit qu'il avait raison sur ce point. Il dit que cela signifiait qu'elle était la petite fille de Merlia l'Étoile. Lulu lui confirma que c'était vrai. C'est pour ça qu'elle cache ses oreilles. Être associée à une telle célébrité attire les ennuis. Il s'adressa mentalement à son professeur. Il te considère comme une légende. À voix haute, il dit à Lulu. En échange de mes leçons, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourras me parler un peu plus d'elle? La Valkyrie lui demanda surprise. Vous allez m'apprendre la magie. Pour ça, je vous dirai tout ce que je sais. Le protagoniste décida qu'il n'abandonnerait pas ses filles. Il ne peut pas laisser la petite fille de son professeur mourir en portant un tel fardeau. Le lendemain, le protagoniste commença à enseigner à Lulu. Il activa une flamme et fit rôtir à la perfection de petits morceaux de viande. Les Valkyries furent impressionnées par son talent. Le protagoniste pensa qu'après quelques jours d'expédition en forêt, il s'était un peu habitué aux filles et maintenant, Lulu déclarait avec enthousiasme « La viande est bien rôtie !» Widow fit la remarque « Ça a l'air délicieux !» Le protagoniste répondit « Et ça n'a pas seulement l'air bon. » Il se tourna vers Lulu et lui suggéra d'essayer de faire la même chose. La jeune fille activa une flamme, mais à cause de son manque de contrôle sur la magie, elle créa un véritable brasier et la viande brûla comme une allumette. Elsa dit tristement « Notre viande est brûlée. » Le protagoniste s'empressa de les rassurer, leur disant de ne pas s'inquiéter. Il en reste plein dans le sac. Widow dit que la magie sans incantation est plus difficile qu'il n'y paraît. Le protagoniste pensa qu'il menait la vie prudente d'un vendeur, mais que l'ingénierie sociale s'avérait utile ici aussi. Et pourtant, il semblait qu'il y avait toujours un mur d'incompréhension entre lui et Iris. Kazuma sortit de la viande de son sac, la fit griller et la distribua aux filles. Il en proposa aussi à Iris, lui demandant si elle en voulait. La jeune fille croisa les bras sur sa poitrine d'un air démonstratif et détourna la tête. Quelque temps plus tard, pendant son tour de garde avec Elsa, il l'interrogea sur leur mission. Avait-elle vraiment besoin de lui? La jeune fille lui a demandé « De quoi est-ce qu'il parlait? » Le protagoniste a répondu « Après tout, ce sont des Valkyries de rang mithril. Leur travail d'équipe et leurs compétences au combat sont impeccables, et sa présence pourrait perturber l'équilibre de leur groupe. Est-ce que ça n'augmente pas les risques? » Elsa lui a dit qu'il n'avait pas tort, mais que pour faire simple, elle pensait qu'elles auraient besoin de lui à l'avenir. Elle lui a donné une herbe revigorante, ce pourquoi il l'a remercié. Le protagoniste a alors demandé ce qu'elle voulait dire par « à l'avenir ». Elsa a poursuivi. Au début, les Valkyries n'étaient qu'elle, Iris et Widow. Elles venaient toutes de groupes qui s'étaient dissous à cause de tensions entre les hommes et les femmes.
Iris avait été particulièrement traumatisée par cela. Et quand Lisa et Lulu les ont rejointes plus tard, elles ont aussi adopté cette aversion pour les hommes. Si elles voulaient évoluer, elles devraient tôt ou tard arrêter de les éviter. Elles devaient apprendre la patience et le sac n'était qu'un bonus, une excuse pour travailler avec ce type. Le protagoniste a répondu avec un sourire. Il avait tout compris. Il était un sujet de test. La jeune fille a fait remarquer que de tous les hommes, il semblait le plus inoffensif. Bien qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il cache sa puissance, le protagoniste a dit ironiquement « Je suis plein de surprises ». Elsa a fait remarquer d'un air songeur qu'elle n'aurait jamais pensé voir le sourire de Lulu en parlant à un homme jusqu'à récemment. Elle ne pouvait même pas imaginer une chose pareille. Le protagoniste mâchouillant un brin d'herbe la regarda d'un air pensif et sentit comme si on venait de lui ouvrir les yeux. Après un moment, ils reprirent leur route. Elsa a fait remarquer que c'était étrange. Plus ils s'enfonçaient, moins il y avait de monstres. Widow était d'accord avec elle. Il y a peu, il y en avait encore tout un tas. Lulu a noté qu'elles avaient rencontré des créatures qui vivaient habituellement au plus profond de la forêt. Le protagoniste a dit que l'écosystème de la forêt était clairement perturbé. Quelque chose au cœur de la forêt devait chasser les monstres. À ce rythme, la ville pourrait être touchée. Il a suggéré aux Valkyries de faire demi-tour et de laisser Lisa essayer de les pister. Elsa a noté que c'était une bonne idée, mais que la dernière fois qu'elles avaient tué un monstre, le sang en avait attiré d'autres et que ça s'était transformé en bain de sang. Iris a dit que cette fois, leur objectif était d'obtenir des informations. Elle manquait de données, mais si elle prenait le risque, elle découvrirait quelque chose. Elsa lui a répondu que c'était vrai. Alors elle devait se mettre au travail. Tout le monde est d'accord? Elle a demandé à Lisa si elle pouvait s'en charger. La jeune fille lui a dit qu'elle pouvait compter sur elle. Les Valkyries ont donc battu en retraite avec le protagoniste Lisa restant au poste d'observation. Soudain, elle a pointé du doigt devant elle et a dit « Il y a quelque chose là-bas ». Iris s'est avancée vers Lisa. Elsa a averti Iris, mais celle-ci a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Elle pouvait s'en charger toute seule. Le protagoniste a pensé « Elle plaisante, c'est beaucoup trop imprudent ». Elsa a de nouveau essayé de l'arrêter, mais c'était inutile. Elle s'est précipitée à sa suite. Widow et le protagoniste se sont aussi élancés derrière elle. La jeune fille a dit en courant « Iris, elle doit avoir peur ». Le protagoniste lui a demandé surpris « De quoi a-t-elle peur ?» Widow lui a répondu réalisant que quelque chose était en train de changer. Quand elle a vu que tout le monde devenait ami avec lui, peut-être s'est-elle dit qu'il y aurait encore plus d'hommes et a-t-elle voulu prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule. Le protagoniste a juré. Était-ce de sa faute? Widow l'a rassuré. Non, bien sûr qu'il n'avait rien fait de mal. Mais Iris, à cause d'un homme, il lui est arrivé quelque chose de terrible et sa confiance envers les hommes a été brisée. Soudain, ils ont entendu un bruit et ont vu un dragon noir dans le ciel foncer en avant avec un cri hideux. Widow s'est exclamé alarmée. « C'est mauvais! Il vole droit sur Iris! » Le protagoniste a juré et a accéléré. Iris, pendant ce temps, s'était assise dans un arbre visant le monstre. Elle pensait à quel point elle haïssait les hommes. Il la dévisageait sans cesse de leurs regards répugnants, les méprisant. En cochant sa flèche, la jeune femme se dit qu'elle ne travaillerait jamais avec eux, raison pour laquelle elle avait rejoint ce groupe de femmes. Après avoir décoché sa flèche, Iris a soupiré avec regret. Elle se débrouillait très bien toute seule et pourtant elles avaient accepté le protagoniste sans un mot. Le monstre a rugi de douleur et la jeune fille a sauté de l'arbre en déclarant avec détermination « Nous n'avons pas besoin d'un homme ». Elle haïssait les hommes puis elle se haïssait elle-même pour ça. À ce moment-là, une puissante vague d'aura terrifiante a failli emporter la jeune fille et elle a à peine réussi à rester sur ses pieds. Un dragon noir d'une taille énorme est soudainement apparu devant elle, ouvrant sa gueule terrifiante et poussant un rugissement effroyable. Iris s'est figée. Pour une raison inconnue, des souvenirs ont surgi dans son esprit. La Valkyrie pensa à la façon dont elle, la deuxième fille d'une simple famille de paysans, était considérée comme la plus belle fille du village. Un jour, Aaron a couru vers elle et lui a demandé d'accepter une fleur qu'il avait trouvée dans cette clairière. Il a ajouté que ce cadeau lui allait très bien. Elle a voulu la lui rendre, mais le garçon s'est enfui en courant criant qu'il se reverrait. Iris a alors vu 3 filles devant elle, dont l'une aimait Aaron. « Quel cauchemar !» a-t-elle dit à Iris d'un air vexé. « Tu savais très bien ce que je ressentais pour Aaron. » Iris a essayé de lui dire que ce n'était pas ce qu'elle croyait, mais la jeune fille offensée l'a interpellée. Alors pourquoi a-t-elle accepté sa fleur? Elle la détestait tout simplement. Sur ces mots, la fille a poussé Iris et s'est enfuie en larmes en criant qu'elle était toujours sur son chemin. Elle pense que si elle est mignonne, elle peut tout se permettre. Valkyrie est tombée au sol frustrée, se disant qu'elle n'avait même rien fait. La beauté était un fardeau pour elle. Comme tout le monde la détestait, elle avait choisi d'être seule depuis le début. Elle a couru dans la forêt et a laissé couler ses larmes. Sa grand-mère est venue la voir et lui a dit qu'elle n'aurait pas dû aller seule dans la forêt, qu'elle n'aurait pas dû l'inquiéter comme ça. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, Iris a tout raconté en pleurant amèrement. Sa grand-mère a posé sa main sur la sienne et lui a dit que c'était comme ça. Dans les moments difficiles, on a parfois besoin d'être seul.
Cependant, pour survivre seul, il faut savoir se protéger. Qu'aurait-elle fait si ce n'était pas sa grand-mère qui était venue, mais un monstre? La jeune fille savait que sa grand-mère était une chasseuse aguerrie. C'est d'elle qu'elle a appris la chasse et le tir à l'arc. Apparemment, elle avait un don pour ça. 2 ans plus tard, son père l'informa qu'elle serait fiancée à Caton, le fils du chef du village. Iris était indignée. N'avait-elle pas dit qu'elle voulait aller en ville pour se consacrer au tir à l'arc? N'avait-il donc tenu aucun compte de ses désirs? Son père s'y opposa. À quoi bon tout ça? Une fois mariée à Caton, son avenir serait assuré. La jeune fille s'est mise en colère et a couru dans sa chambre. Son père lui a crié dessus, lui demandant où elle allait. Iris a attrapé un carquois de flèches, un arc et est sortie de la maison en courant. Tout le monde a couru après elle, essayant de l'arrêter, mais la jeune fille était déterminée à quitter ce village. Elle le quitterait et deviendrait la meilleure archère. Et après ça, elle vivrait la vie qu'elle voulait. À ce moment-là, Catan l'a renversée. Il l'a plaqué au sol et a sifflé entre ses dents. Catan a tenté de profiter de sa vulnérabilité, mais la jeune fille l'a mise à terre d'un coup de pied et s'est enfuie. Les garçons ont crié aux villageois de ne pas la laisser s'échapper. Elle s'est cachée derrière un rocher et a essayé de ne pas se faire repérer. Les villageois ont trouvé ses fausses pistes et les ont suivies. Grâce à son renforcement corporel et aux techniques de chasse que sa grand-mère lui avait apprises, Iris a réussi à s'échapper. À partir de ce jour, elle a détesté les hommes. Elle s'est efforcée de prouver qu'elle pouvait survivre sans l'aide d'un homme. Elle voulait protéger sa place. Et maintenant, en regardant ce terrible monstre, elle a demandé pardon à ses alliés. Iris a fermé les yeux et s'est préparée à mourir. À cet instant, le protagoniste est apparu à côté d'elle. Il l'a enveloppée dans un bouclier magique et lui a demandé si elle allait bien. La jeune fille l'a regardée stupéfaite et a prononcé son nom. Il lui a dit qu'il était arrivé juste à temps avec la barrière. Ne t'en fais pas, il a l'habitude de combattre les dragons. Le protagoniste a activé le conduit et a invoqué un courant d'air. Grâce à un renforcement magique, il s'est élevé dans les airs. Le dragon l'a regardé avec surprise et s'est mis à voler vers lui. Le protagoniste pensa « Parfait, qu'il monte jusqu'ici ». Il ne voulait pas déclencher d'incendie de forêt. Il a analysé l'ennemi. Des écailles rouges et une gorge légèrement enflée. C'était un dragon de feu. S'il avait été adulte, il n'aurait eu aucune chance contre lui. Mais il pouvait facilement en vaincre un aussi jeune. Pour la première fois en 300 ans, il allait devoir tout donner. Le protagoniste a invoqué un feu infernal, une rafale de vent avec un éclair d'orage et a attaqué le monstre. Le dragon a craché une flamme ardente de sa gueule, mais le protagoniste l'a éteinte en ajoutant de la magie du feu en renfort. Même affaiblie, elle restait efficace. Il s'est dit que la théorie selon laquelle il s'agissait d'un adulte se camouflant avec de la magie était donc hors de question. Il y avait une pierre philosophale dans son bâton. C'est l'œuvre de son maître. Il a été capable de la restaurer. Elle contrôle les racines de toute magie et amplifie n'importe quel pouvoir. Les pierres magiques sur ses doigts correspondent à chaque élément. L'anneau et le bâton sont une combinaison de 11 outils magiques qui permet une utilisation instantanée de toute la magie élémentaire, autorisant un combat improvisé. Il ne possédait pas le même talent que son maître, c'est pourquoi il a maîtrisé toutes les techniques disponibles. C'est l'essence de son style de combat, celui d'une personne ordinaire. Le protagoniste a en plus activé le raz-de-marée et la frappe de Gaïa et a invoqué le point 0 dirigeant l'attaque sur l'ennemi. Une explosion a retenti et le protagoniste a observé la suite des événements. La fumée s'est dissipée et le dragon est réapparu à l'horizon. Le protagoniste a juré. Il avait presque atteint de la cible. Il a vraiment esquivé. Son maître au paradis va lui passer un sacré savon s'il n'arrive pas à gérer un si jeune dragon. Il prépara de nouveau son bâton et songea au temps qu'il lui avait fallu pour maîtriser la chute d'étoiles. Comment il avait constamment suivi les traces de son créateur et comment, en y mettant toutes ses forces, il avait réussi à la recréer avec beaucoup de difficultés. Le protagoniste a activé la magie stellaire offensive et a invoqué un petit météore. Il a dirigé cette attaque sur le monstre. L'impact a été tout simplement incroyable. Un grand cratère s'est formé dans le sol au fond duquel gisait le dragon vaincu. Le protagoniste un peu penaud se dit qu'il en avait trop fait. Il pouvait à peine contenir son excitation impatiente de découvrir de quoi il était désormais capable. Bien que sa capacité à être légèrement au-dessus du rang argent ne soit plus un secret, il n'avait aucune intention de démontrer une telle puissance. Peut-être qu'il n'aurait pas dû s'attaquer à ce dragon. Non, car il aurait alors laissé mourir Lulu, la petite fille de son maître et ses camarades. Une fois qu'il se serait suffisamment enfoncé, la rencontre avec le dragon n'était plus qu'une question de temps. C'était une conclusion inévitable dès l'instant où il avait accepté cette quête, la fin de sa vie tranquille. À ce moment-là, ses pensées furent interrompues par les Valkyries. Elles l'appelèrent surprise, leur regard exprimant une stupeur totale. Le protagoniste le nota. Bien sûr, c'est exactement comme ça qu'elles allaient le regarder. Bon advienne que pourra. Il n'est pas un mage ordinaire. C'est un mage qui travaillait comme employé de bureau sur Terre. Dans de tels cas, en utilisant toute son expérience de vie et professionnelle accumulée, il devra trouver un moyen de se sortir de cette situation. Le protagoniste descendit, se laissa tomber au sol.
s'inclina profondément devant les Valkyries et leur demanda de garder le secret sur ce qu'elles avaient vu. Elsa lui demanda « C'est que ce que vous nous demandez, relevez la tête, je vous en prie. » Le protagoniste s'exécuta docilement. Elsa lui dit « Tout d'abord, merci d'avoir sauvé Iris. » Elle se tourna vers sa partenaire et lui demanda de le remercier également. Iris tendue remercia également le protagoniste. Celui-ci lui demanda avec anxiété si elle allait bien. Elle était rouge comme une tomate. La jeune fille s'exclama avec irritation « Qu'est-ce que vous racontez? Je vais très bien. » Après ces mots, elle enfouit son visage dans l'épaule d'Elsa. Le protagoniste pensa confus. C'est peut-être à cause de la chaleur du dragon. Elsa voulut reprendre ce qu'elle disait, mais Lulu l'interrompit, se tournant avec admiration vers le protagoniste et lui demandant « Comment tu as fait pour ce météore? Tu l'as créé ou tu l'as invoqué? » Elle n'arrivait pas à croire qu'il avait vaincu le dragon sans une égratignure. Comment avait-il appris la magie stellaire et ses anneaux? Qu'est-ce que c'était? Elsa tapota le dos de la jeune fille et lui dit qu'elle poserait ses questions plus tard. La Valkyrie se tourna vers le protagoniste et dit qu'il devrait vraiment tout expliquer car elle était tout aussi choquée que Lulu. La jeune femme ajouta qu'elle avait tout de suite pensé qu'il était inhabituel mais pas à ce point puissant. Malheureusement, elle ne pourrait pas garder ça secret. C'était une enquête officielle et elle devrait inclure la cause de la perturbation dans leur rapport ainsi que le fait que le dragon avait été vaincu. Le protagoniste lui répondit que bien sûr elle pouvait en parler, mais il voulait que l'enquête et la victoire sur le dragon soient considérées comme le seul mérite des Valkyries et qu'ils n'avaient absolument rien fait. Elsa s'exclama avec indignation. « Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est vous qui avez vaincu le dragon. Vous voulez que nous nous attribuions tout le mérite? » Le protagoniste répondit avec un sourire. « Exactement. » Elsa demanda perplexe. « C'est trop altruiste. En êtes-vous absolument certain? » Le protagoniste confirma que oui. Il ajouta qu'une vie simple et paisible était ce qui comptait le plus pour lui. Elsa remarqua un peu gênée. « Eh bien, nous ne pouvons pas refuser le souhait de notre sauveur. » Elle demanda aux autres filles si elles étaient toutes d'accord. Il n'y eut aucune objection. Et c'est ainsi que l'enquête dans la forêt de Gall fut officiellement conclue et que la ville d'Ira bouillonnait de joie. Les habitants célébraient et discutaient de l'événement. « T'as entendu quelqu'un a tué un dragon? Bien sûr, ils l'ont même ramené dans un sac sans fond. » Un dragon redoutable, un travail pour la garde nationale, rien de moins, et pourtant, cette équipe de Valkyries entièrement féminine l'a vaincu. Le protagoniste savourant une délicieuse boisson se dit que tout cela s'était transformé en un véritable festival. L'un des chevaliers lui demanda « Tu étais là-bas, n'est-ce pas? »« C'est fou, non? » Le protagoniste acquiesça. L'homme continua « Qui est-ce la vraie star de cette équipe? » Le protagoniste se dit que puisque celle qu'il allait nommer était la petite fille de son maître, autant le faire. Il donna le nom de Lulu à l'homme. À ce moment, Iris apparut à côté de lui et dit irrité « Je t'ai enfin trouvé. » Le protagoniste prononça son nom avec surprise et elle lui ordonna sèchement de se taire. L'attrapant par le col, la jeune fille l'entraîna hors de la taverne en lui disant « Tu viens avec moi. » Le protagoniste surpris lui demanda où. L'homme qui venait de lui parler cria à ses camarades « Je viens de parler à Iris. » Les autres ne le crurent pas. « De quoi tu parles, si t'as trop bu, c'est sûr. » Alors qu'Iris et le protagoniste passaient, les chevaliers les saluèrent. Gloire aux nouvelles tueuses de dragons. Quelque temps plus tard, alors que la jeune fille l'avait menée hors de la ville, elle l'attrapa par l'oreille avec indignation et lui demanda « Sérieusement, est-ce que tu as la moindre idée du temps que j'ai passé à te chercher? » Il la supplia de lâcher son oreille. « Ça fait mal. » Elle lui lança sèchement de se taire. La Valkyrie le conduisit jusqu'à la maison. À ce moment-là, Widow l'interpella et lui dit que ça faisait longtemps qu'il était parti. « Tout le monde t'attendait? » Le protagoniste remarqua la tenue de la jeune femme avec surprise. Avait-elle cuisiné? La jeune femme le dévisagea perplexe et demanda « Quoi? » Puis elle éclata de rire et lui demanda « Ça me va bien, n'est-ce pas? Elle est si forte et dure et la voilà soudain en tablier. » Le protagoniste a rétorqué « Non, pas du tout. Ça te va très bien. » En fait, il pensait qu'elle portait habituellement des vêtements pratiques, un joli contraste. Widow, se ressaisissant, s'exclama « La fête est prête, qu'il entre vite. » Le visage d'Iris exprimait une légère irritation. Voyant sa confusion, elle lui expliqua que c'était une fête pour célébrer la fin de la mission. Il était parti depuis un moment, alors elle est allée le chercher elle-même. Le protagoniste répondit que tout était clair pour lui maintenant. Quand ils sont entrés, Widow lui a dit qu'elle avait mis tout son cœur à l'ouvrage en cuisine et qu'il devait donc s'attendre à être surpris. Le protagoniste a fait remarquer « C'est donc une bonne cuisinière. » La jeune fille a répondu « Sa mère lui a donné toute une formation de jeune mariée. Elle s'occupe des tâches ménagères des Valkyries. » Le protagoniste dit « Je vois. Elle ferait une excellente épouse. » Les deux jeunes filles le regardèrent surprises. Puis Widow répondit « Son père est très strict. Il a dit qu'il n'accepterait pas un mari plus faible que lui. Ils jouent avec Shadow. » Il dit. Iris a dit discrètement au protagoniste que leur flirt lui donnait l'impression qu'elle devrait intervenir.
Il se demanda avec surprise « Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Elsa dit en levant son verre. « Maintenant que tout le monde est là, la fête peut commencer. » Les filles parlaient avec le plus grand sérieux. Ce qui s'était passé lui avait fait réaliser qu'il leur manquait encore beaucoup de choses. Dans d'autres circonstances, leur voyage serait déjà terminé et elles n'étaient là que grâce au protagoniste. Alors un grand merci à lui pour ça. La jeune fille s'est également adressée à ses partenaires leur disant que c'était grâce à toute leur capacité qu'elles avaient pu terminer l'enquête et les a remerciés aussi. Et ainsi leur renommée a encore grandi. Mais cela signifie aussi qu'elles seront surveillées de plus près. En fonction de leurs prochaines actions, certains pourraient commencer à soupçonner que le protagoniste est un mage exceptionnel. Les Valkyries ne sont pas du genre à profiter des exploits des autres, pour ainsi dire. Alors, à leur victoire sur le dragon, elles allaient maintenant boire. Tout le monde leva son verre et but son contenu. Le protagoniste pensa avec un sourire. Ça ressemble plus à un conseil de guerre qu'à une fête. Au début, il voulait simplement se téléporter si les choses s'envenimaient, mais il avait fini par s'attacher à elle.